Je voudrais commencer par une idée assez simple, qui est une citation de Jean-Jacques Rousseau. Je dis ça comme ça parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu la base d'une certaine perspective en anthropologie. Il dit, lui, c'est bizarre, mais il est vrai que... Et ces deux petits mots-là signifient d'une part la capacité d'étonnement. Je pense qu'il faut aimer la diversité, puis il faut s'étonner de cette diversité-là. Il ne faut pas la prendre pour acquise, la banaliser, et puis penser que la diversité humaine, c'est équivalent à les différents restaurants qui s'affichent dans un centre commercial avec chaque nation ayant sa cuisine. C'est beaucoup plus que ça. Et l'anthropologue, ce qu'il fait, lui, c'est qu'une fois qu'il a constaté quelque chose qui l'étonne, eh bien, immédiatement, il va essayer de rationaliser. Il va dire, il est vrai que telle chose, nuancée, trouver des réponses. C'est un petit peu ça, pour moi, la base du mouvement anthropologique. Alors, je n'ai pas cessé de continuer à penser comme ça. Quoiqu'à la retraite, j'ai pris un recul important par rapport à l'ensemble de l'anthropologie. J'ai beaucoup d'autres activités. J'ai une vie familiale un peu complexe, puisqu'elle est partagée entre ici au Québec, mais aussi une famille que j'aime beaucoup, qui est ma belle famille, la famille de ma femme qui est marocaine. Donc, je suis très lié avec mes neveux, mes nièces et tout cet univers arabo-musulman. Ils sont une famille assez conservatrice et moi-même étant un anthropologue évolutionniste, je suis donc continuellement en train de tenter de dire ce que Rousseau disait. Il est bizarre, mais il est vrai que, et donc essayer de rationaliser là-dessus. En plus de ça, je dois dire que je trouve beaucoup d'exotisme dans une pratique ludique qui n'a rien à voir avec l'anthropologie. Ça s'appelle l'art graphique et les jeux vidéo. Je suis un des rares bonhommes d'en haut de 70 ans à fréquenter des gars et des filles de 14-15 ans dans les boutiques où on vend des jeux vidéo. Et d'être capable de discuter du dernier Call of Duty ou de quoi que ce soit d'autre. C'est un univers imaginaire qui est un univers anthropologique, dans le fond, puisque on découvre là des trajectoires humaines uniques. C'est pas juste courir partout et conduire une voiture. Souvent, il y a des histoires qui sont romancées, intéressantes. Donc, j'ai cette partie ludique de ma vie qui compte toujours. Et ça me fait penser que j'ai toujours trouvé que la pratique d'anthropologie, c'était une pratique ludique. Faire du terrain, si je n'avais pas vécu à l'aise, je ne l'aurais pas fait. Être sur le terrain, c'est vivre une vie un peu normale avec les gens, mais aussi trouver du plaisir. Il y a plusieurs exemples où je cherchais du plaisir lorsque les choses devenaient trop dramatiques, ou quand tu es fatigué d'être en groupe. Donc, sur le terrain, la pratique de l'anthropologie nous amène à rencontrer des gens extraordinaires. Ça, c'est la première chose. C'est pour quelqu'un qui a un doctorat, où est-ce qu'on va se recycler? Suivre des cours avec un collègue, suivre des cours... c'est où est le recyclage? Pour nous, anthropologues, on a une porte. Le recyclage se fait au contact des gens qui ont des choses à nous apprendre. C'est-à-dire monsieur et madame tout le monde dans d'autres endroits où on peut constater des contrastes. Évidemment, le travail de laboratoire, avant et après, ça consiste à mettre ça en contexte. Donc, même si je suis à la retraite, je conserve cette vision des choses, que l'anthropologie, c'est quelque chose de ludique. Je l'applique pour comprendre ma belle famille, et mes neveux, mes nièces et l'univers marocain, mais aussi le monde moderne. Ma fille parle 6 langues, elle vit à Montréal, en Côte-des-Neiges. Son réseau est international. Quand elle vient ici, à cet endroit où on se tient maintenant, bien évidemment, il y a toutes les langues du monde qui se pratiquent là. Et je ne suis pas au courant de tout ça. Donc, là encore, être anthropologue, c'est d'aller au-delà du bizarre, au-delà de l'exotisme, finalement, pour essayer de rationaliser. Voilà. Alors, tu définis aussi l'anthropologie comme, dans le fond, un trek hors des sentiers battus. C'est ça. En pensant à cet entretien, je me disais, dans le fond, je suis un vieux trekker. Parti avec son sac à dos, la première fois que, à 16 ans, je pense,
traverser le Canada pour aller dans le nord de la Colombie-Britannique sur le pouce, dans des trains. Ça c'est une expérience d'enfance qui m'est restée. Partir avec mon sac à dos pour aller en Guyane, descendre du bus un peu n'importe où, rencontrer des gens, bon, aller chez l'habitant, comme on dit, dans cet univers-là. Donc, ce que je trouve, moi, maintenant, c'est que l'anthropologie, si on la compare à cette métaphore du trek, c'est que, pour moi, ça a toujours été d'aller voir ce qu'il y a au-delà. Donc, est-ce que je vais planter ma tente ici ou la planter un peu plus loin? Est-ce que je vais suspendre mon hamac dans cette maison-là ou dans celle-là? Toujours aller ailleurs pour voir autre chose. C'est un peu particulier de penser comme ça, parce que quand je suis entré en anthropologie, j'ai suivi des cours, je suis entré en maîtrise à l'Université de Montréal après un bac en bio. J'ai suivi des cours de première année, etc. J'avais un cours d'introduction à l'anthropologie de M. Guy Dubreuil. Et bon, moi, j'étais naïf parce que j'ai cru ce qu'il a dit. L'anthropologie, c'est l'étude des différences culturelles. Donc, les anthropologues regardent le monde, la diversité, s'intéressent à toutes les cultures, etc. J'ai pris ça au sérieux. Et donc, je me suis dit, je crois que c'est intéressant de fréquenter des gens de différents milieux à différentes époques, différentes étapes de la recherche d'anthropologie. Mais je me suis rendu compte rapidement que la plupart des anthropologues se spécialisaient. Certains même étaient hyper spécialisés sur leur propre culture. En fait, la majorité des anthropologues travaillent sur leur propre culture, même quand ils sont étrangers. On a des étudiants africains qui travaillent sur leur communauté, des étudiants juifs qui travaillent sur les juifs, des professeurs québécois qui travaillent sur les Québécois. J'ai rien contre ça. L'auto-ethnologie, mais naïf comme je l'ai été, j'ai cru de Guy Dubreuil qui nous disait qu'il faut regarder le monde et donc s'approprier un petit peu les connaissances de ces différentes cultures-là. Donc cette anthropologie-là, je l'ai gardée. C'est ça qui fait que pour moi, elle a été ludique. C'est la cafétéria, où on peut choisir différents mets. Mais tu l'as défini aussi comme une critique de la supériorité culturelle, pour prendre tes termes. Oui, mais pour expliquer cela, je dois parler un petit peu du background du milieu dans lequel j'ai vécu quand j'étais petit. J'ai grandi dans un quartier de Montréal qui s'appelle Rosemont, qui était un quartier divisé en rues. Une rue d'anglophones, écossais, irlandais, une rue franco-italienne, une rue complètement canadienne-française, avec des conflits entre les différentes rues, etc. À 4, 5, 6 ans, 7 ans, c'était mon environnement, ce qui est correct. Mais ce qui est arrivé dans ma vie de famille, mon père a été gravement malade, donc le cœur a lâché et tout, et ma mère s'est mise à pratiquer la neuvaine à l'Oratoire Saint-Joseph, comme toute bonne mère canadienne-française, croyant que les prières allaient sauver son mari. Elle m'amenait avec elle monter des marches de l'Oratoire Saint-Joseph à genoux. Et là, c'est la première fois que je voyais, parce que je lui ai demandé c'est quoi qu'il y a là-bas. C'était les tours de l'Université de Montréal. C'est la première fois que je voyais, que j'entendais parler de l'université. Ça ne m'est pas resté dans la tête à ce moment-là, sauf que au décès de mon père, j'ai dû laisser l'école et aller travailler. J'ai été ce qu'on appelle mail boy, garçon de poste. J'allais au bureau de poste au centre-ville, transporter des chariots par les rues en arrière de la cathédrale de Montréal, ouvrir ça et distribuer ça dans les départements en gagnant 25 $ par semaine. J'étais assistant soudeur, enfin, une sorte de petit métier. Je donnais l'argent à ma mère et j'en ai eu marre de cette situation-là. J'ai voulu faire mieux. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait un programme où des gens sur le marché du travail pouvaient terminer leurs études secondaires. Moi, j'avais laissé en 10e année. Donc, je suis allé faire la 11e, 12e par les cours du soir, 4 soirs par semaine, et travailler à temps plein en même temps. Ce que ça a fait, ça, comme dans mon parcours, c'est de me faire prendre conscience que j'étais dans un monde hiérarchisé. Un monde hiérarchisé. Mon grand frère, ma grande sœur étaient métis. La première femme de mon père était algonquine.
Et j'ai bien vu quand j'étais jeune que mon frère et ma sœur subissaient un peu de pression des gens du quartier parce que c'était des sauvages. Et donc, j'ai été sensibilisé à cette discrimination locale, l'idée de supériorité raciale, qui déjà, c'est un discours. En plus de ça, je suis né en 1943, donc la guerre, quand la guerre a fini, les nazis restaient dans les journaux, j'ai des cousins qui en parlaient. J'étais sensibilisé aux méchants, à la supériorité culturelle des nazis. Ça s'est développé en parallèle avec l'idée de vouloir accéder à une certaine mobilité sociale, où j'ai vite perçu qu'il y avait une barrière culturelle, une hiérarchie culturelle. Il y avait des groupes sociaux qui se disaient supérieurs à d'autres. À mon époque, anglophone, francophone, amérindien, c'était les 3 niveaux. Et ça faisait partie de mon histoire personnelle comme de mon histoire locale. Donc la prise de conscience de la notion de supériorité culturelle s'est faite graduellement. Et quand j'ai voulu changer mon statut social par moi-même, il y avait quand même des plafonds. Et donc, j'ai compris à un moment donné qu'il fallait contester ça. J'ai participé à des manifestations et donc je me suis politisé graduellement. Plus le temps passait, plus je comprenais qu'il y avait une hiérarchie sociale où la trajectoire individuelle était arrimée à certaines trajectoires sociologiques. L'individu et la collectivité sont interreliés. Mais ça, pour prendre conscience de ça, ça prend un certain nombre d'expériences vécues. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai compris que la critique de la supériorité raciale, de la supériorité sociale, c'était quelque chose qui me hantait. J'avais fait une demande d'admission après mon école secondaire, après le diplôme de 12e année. J'avais fait une demande d'admission dans une université aujourd'hui disparue, mais très dynamique. Elle a changé de nom. Elle s'appelait Sir George William dans ce temps-là et j'étais spécialisé dans les cours du soir et surtout en commerce. C'était la meilleure école de commerce de Montréal. Et j'ai voulu aller étudier là. C'était en anglais. Je me débrouillais quand même assez bien en anglais. Et j'ai passé des examens d'admission et j'ai été refusé. Et l'une des raisons, c'est que je n'ai pas réussi l'examen de culture générale, dont les questions portaient surtout sur la littérature anglaise. Je n'en savais rien. Un cours du soir en 12e année, c'est apprendre l'express. C'est prendre l'express pour arriver à avoir son diplôme. De toute façon, on n'enseignait pas la littérature anglaise dans les écoles francophones. Mais j'ai été ensuite accepté à l'Université de Montréal suite à l'influence d'un de mes amis qui, lui, était plus fortuné que moi, qui, lui, voulait faire médecine vétérinaire, mais devait faire un complément d'études en biologie. Bon, j'ai décidé de déposer ma demande d'admission en bio. Et Jean, le plus drôle, moi, je travaillais à temps plein. Jean Maillot, qui est devenu vétérinaire, qui est décédé aujourd'hui, qui était vétérinaire en Beauce, j'ai fait ma thèse de maîtrise chez lui en allant chez le cultivateur faire véler des vaches comme assistant de Jean. Je faisais ma thèse de maîtrise sur les Javanais avec Jean, chez lui, je veux dire. Non, mais son idée à lui, c'était d'aller porter mon curriculum, ma demande, pendant que moi je travaillais. Donc, il est allé, le dernier jour d'admission, puis je ne sais pas pourquoi, il l'a oublié. Il a pris l'autobus, puis il s'en allait chez lui, puis du coup, il s'est rappelé de moi, il est retourné. Là, tous les bureaux étaient fermés, mais le doyen sortait, il barrait la porte. Et il est arrivé voir le doyen, il a raconté mon histoire. Le doyen a dit « Je vais m'en occuper ». Puis finalement, j'ai été admis en sciences, en biologie à l'Université de Montréal. Alors, c'est ça. L'idée de la critique de la supériorité culturelle, ça s'est développé dans le cadre de mes tentatives de mobilité sociale. Et la prise de conscience du lien individu-société qui s'est faite politiquement et non pas par des textes ou en particulier un personnage aujourd'hui disparu de la circulation. J'avais été arrêté lors d'une certaine manifestation et mis dans une piscine avec plein d'autres manifestants. Et il y avait un monsieur, là, petit et rablé, musclé, qui faisait des discours aux jeunes. Ce monsieur-là s'appelait Régis Chartrand. Il était fondateur d'un groupe de droite nationaliste qui s'appelle les Chevaliers de l'Indépendance. C'était un boxeur.
Donc, les policiers tombaient à bras raccourcis sur Reggie, puis ils le battaient bien comme il faut. Puis, se retrouvait souvent en prison. Mais Reggie, malgré tout ce qu'on en a dit, je ne l'ai pas fréquenté, mais durant ce petit séjour en prison avec lui, il a joué un rôle déterminant dans ma politisation. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je n'étais pas trop conscient de ce que c'est la gauche et la droite, puis tout ça. Là. Donc, il offrait des pistes pour essayer de sortir collectivement d'un abîme dans lequel je croyais me trouver. Tu abordes aussi l'anthropologie comme un champ littéraire. Oui. Alors, comment comprendre ça avec ce que tu racontes de cette politisation et... Oui. Bien, l'anthropologue, son travail, c'est pratiquement un travail d'écrivain. À part Falardeau, quand j'ai suivi un cours de religion avec lui donné par Yvan Simonis, Falardeau, je ne sais pas trop, il n'aimait pas écrire dans ce temps-là, mais lui avait convaincu Simonis qu'il pouvait remettre des roches de film et qu'il est devenu un grand cinéaste. Mais au lieu d'écrire, il a écrit aussi plus tard, mais raconter ce qu'il voyait, ce qu'il pensait à travers ses scénarios et tout ça. Mais la plupart des anthropologues sont des gens qui écrivent. Et les Américains disent « publish or perish ». C'est vrai. Et moi, je n'ai pas eu cette culture littéraire-là. Beaucoup d'anthropologues, soit qui sont européens, qui écrivent beaucoup, qui ont comme ça inné pratiquement dans leur curriculum de savoir s'exprimer leurs argumentaires à travers leur bac en philo et tout ça. Donc, ça crée un esprit très créateur, très littéraire. Ici aussi, on a la même dynamique. Les gens qui ont fait le cours classique ont appris, on dit le mot classique. Moi, je n'avais pas ça. Je me souviens très bien d'ailleurs que cours classique et école secondaire, ça n'allait pas ensemble dans mon quartier à Saint-Vincent-de-Paul où j'habitais. Elvis Presley était arrivé, l'américanisation massive du peuple se faisait, alors qu'eux étaient en pantalon gris, en veste cravate rouge, et c'était des bagarres au centre sportif entre les deux. Et je me suis rendu compte que rendu à l'université, le clivage cours classique et cours pas classique se faisait au niveau de l'écriture. Donc, je pense que l'anthropologie, pour y réussir, il faut savoir écrire. On peut toujours se débrouiller. Moi, je n'ai pas beaucoup publié, mais d'autres publient beaucoup. Mais j'ai trouvé une autre façon de m'exprimer. Mes professeurs de biologie disaient toujours un bon schéma vaut un long discours. Ça veut dire, soyez clair, montrez ce que vous pensez, mais arrêtez de faire du blabla pour rien. En science, il n'y a pas de place pour ça dans les articles. En anthropologie, du blabla, il y en a. Des circonvolutions, etc., etc. J'ai des collègues qui ont gagné leur vie en écrivant, et en écrivant bien et tout ça. Moi, j'ai plutôt pris la voie communication de mes idées par l'oral. J'ai travaillé en Guyane et je me suis beaucoup efforcé de communiquer avec les Guyanais, ce que je trouvais, ce que je pensais trouver chez eux. Donc, beaucoup de textes, de communication. En fait, on est dans une situation où il y a des gens qui nous envoient, puis il y a des gens qui nous reçoivent. Et finalement, les anthropologues, en général, ne parlent qu'entre eux. Très peu vont parler de leurs résultats avec la population locale. Parce que rentrer dans une salle chauffée à bloc, nationaliste, qui revendique l'indépendance par rapport à la France qu'on se trouve en Guyane, puis d'aller parler des minorités ethniques qu'eux considèrent comme des envahisseurs, bien, il faut mettre ses culottes parce que c'est pas vrai que tout le monde va dire bravo, bravo. Ça s'entrechoque. Et donc, la même chose ici. Parler aux étudiants, c'est quelque chose de fondamental. Mais pas que les cours spécialisés à 4 personnes, il y a les cours de masse aussi. Et ces cours de masse-là, dans le temps où j'enseignais, c'était pas ce que les professeurs voulaient avoir. Ils voulaient avoir des cours plus petits, plus spécialisés, avec un auditoire beaucoup plus apte à se concentrer sur eux que des gens qui viennent d'un peu partout. Alors, j'ai fait des enseignements avec plaisir, mais des enseignements où j'ai communiqué ce que j'ai découvert en anthropologie. Et donc, j'ai essayé de développer le côté oral de l'anthropologie, plus que peut-être le côté écrit, quoique j'ai publié quand même l'essentiel pour être professeur, quoi, mais pas les belles œuvres de certains de mes collègues.
Alors, on aura l'occasion de revenir sur l'enseignement, tes recherches et les terrains, mais on pourrait revenir tout d'abord sur cette vocation pour l'anthropologie et ta formation initiale en biologie, puisque c'est par là que, dans le fond, tu es entré dans ce regard anthropologique. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ces premières années en biologie? Quel rôle elles ont joué pour la suite? Alors, quand j'ai été admis en biologie, je travaillais encore à temps plein, mais j'ai eu quelques bourses. La Société Saint-Jean-Baptiste offrait des bourses. Il fallait passer en entrevue, montrer patte blanche pour obtenir 500 $. Avec 500 $, la scolarité ne coûtait pas beaucoup, quelques centaines de dollars. Avec un petit job de fin de semaine, on pouvait vivre dans une piole en dessous d'un escalier quelque part sur la rue Saint-Urbain, manger n'importe quoi et arriver à étudier. Et la Société Saint-Jean-Baptiste, je les remercie beaucoup, mais je leur ai menti parce que déjà, quand je suis allé postuler pour la bourse, ils m'ont demandé si je priais, si j'allais à l'église, parce que c'est une institution canadienne, française, nationaliste, chrétienne, catholique à l'époque. J'ai dit oui, que ma mère m'avait donné à la Vierge Marie quand j'étais petit. Et donc, ça m'a obtenu cette bourse de 500 $ qui m'a permis de faire mes premières années d'études. Et donc, sur un mensonge, parce que c'est pas vrai que je priais dans ce temps-là. J'étais déjà au-delà de ces contraintes-là. Alors, quand je suis entré en biologie, j'ai trouvé que c'était des vacances. Franchement, les études par rapport au monde du travail, quand tu es exploité, c'est des vacances. C'est un privilège énorme. J'arrive, de grands géologues venaient m'enseigner par des conférences et des diapositives l'histoire de la Terre. Imaginez. D'ailleurs, tous ces cours-là, sur l'évolution, sur la biologie, arrêtaient toujours à l'origine de l'homme. On n'en parlait jamais. Là, une photo d'Australopithèque, du coup, ça disparaissait, c'était à la fin du cours. C'est une bizarrerie d'anthropologue d'aujourd'hui qui regarde la biologie de l'époque. Mais oui, c'était ça, l'idée de faire de la biologie, c'était des vacances, et l'anthropologie aussi. Parce que l'anthropologie, quand je suis rentré et que j'ai suivi les cours de Rémi Savard, un grand professeur qui arrivait de France et qui nous racontait les mythes amérindiens sur son tableau, on était une vingtaine dans sa classe, la bouche ouverte, à écouter ces choses extraordinaires qu'on n'aurait pas pu imaginer. C'est passionnant à étudier. Et j'espère que les jeunes d'aujourd'hui le savent, parce qu'ils pourraient être dans une usine à la place. Quel regard d'anthropologue tu portes sur ces années d'études en biologie? Bien, je pense que la biologie, c'est d'abord et avant toute chose apprendre à apprécier la diversité.